Monsieur Patrick Chaise, merci beaucoup de prendre du temps pour répondre aux questions de J'aime la chasse. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé, donc j'essaierai d'être bref dans mes demandes et je ne vous retiendrai pas trop longtemps, c'est promis. Encore une fois, bienvenue et merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci à vous et bonjour. Monsieur le sénateur, vous êtes sénateur de l'Ain depuis déjà de nombreuses années, je crois. 2008. 2008. Non, 2014. 2014, très bien. Vous me troublez parce que ça avez fait pas été si maire, je longtemps, crois, de Vona, un village en Dombes, il me semble, enfin une bourgade en Dombes. Alors, c'est effectivement un village qui est en fait entre Brest et Dombes. Entre Brest et Dombes. Voilà, Mais qui est il est sur la frontière. À la frontière, donc, voilà. Mais qui est quand même situé sur une terre de chasse ou à la frontière entre deux terres de chasse, aux traditions cynégétiques d'ailleurs bien différentes l'une de l'autre. La Dombe, territoire de gibier d'eau, la Bresse, peut-être plus gibier de plaine. Mais voilà, c'est un monde qui ne vous est certainement pas inconnu. Alors, c'est un monde qui ne m'est pas inconnu, bien que n'ayant jamais été pratiquant de la chasse, mais j'ai dans mon environnement, évidemment, en tant que maire, mais aussi dans ma famille et des connaissances, de nombreux, effectivement, pratiquants de la chasse en Bresse et en Dombe. Très bien. Voilà, mais ce n'est pas au titre de connaisseurs, même lointains de la chasse, que nous vous posons ces questions aujourd'hui. Vous êtes le rapporteur d'une mission du Sénat, mission sécurisation de la chasse, qui a été initiée par une pétition qui a atteint le seuil nécessaire pour être étudiée par le Sénat, une pétition lancée par deux jeunes femmes suite à la mort d'un de leurs amis lors d'un accident de chasse dans le Gers, il me semble bien, ou le Lot, je ne sais pas. Le Lot. Voilà. Cette pétition a atteint le nombre de signatures nécessaires pour être étudiée par le Sénat, comme je le disais, et donc une commission sécurisation de la chasse, dont vous êtes le rapporteur, a commencé ses travaux par un certain nombre d'auditions. Je crois même que vous êtes allé faire aussi une visite sur le terrain. Vous êtes allé voir une partie de chasse dans l'Ain, dans votre département, je crois. Oui, exactement. Non seulement voir, mais même participer. Participer. Bon, mais j'en suis ravi. Je note que vous êtes revenu vivant, contrairement à ce que certains pourraient laisser croire. La chasse n'est pas une activité si dangereuse que certains veulent le laisser croire. Les chasseurs sont un peu inquiets. Pour ne rien vous cacher, monsieur le sénateur, inquiets à double titre. Un, du fait de la personnalité des initiatrices de cette pétition et d'autre part inquiets à cause des conséquences possibles que pourraient avoir les travaux de la commission. Nous allons d'abord nous intéresser, si vous le voulez bien, à la pétition et à ses initiatrices. Elles ont, après la mort tragique et horrible d'un de leurs amis, commencé un combat, à mener un combat vraiment extrêmement radical contre la chasse et toutes les formes de chasse. Ça a pris la forme d'un site internet, d'un compte Instagram, de page Facebook. On peut se demander d'ailleurs si elles n'ont pas été beaucoup aidées en ce sens par d'autres, mais là n'est pas le sujet. La pétition en elle-même est assez importante puisqu'il y a 5 chapitres bien distincts, précédé par une introduction. L'introduction, moi, déjà, me fait tiquer, comme diraient certains, puisque je vois dans l'introduction des mots mis entre guillemets, en particulier le mot confondu. Lorsqu'elle parle de l'accident de chasse qui a coûté la vie à leur ami, le chasseur aurait confondu entre guillemets, cette personne avec un sanglier. Et plus loin, on voit le mot accident mis lui aussi entre guillemets. Il y a là une connotation, des sous-entendus extrêmement lourds et extrêmement porteurs de sens. J'espère que vous avez fait les mêmes observations que moi à propos de cette introduction. Alors, je ne peux pas vous dire que j'ai fait les mêmes observations que vous sur cette introduction, dans le sens où, pour ma part, je m'en suis détaché de façon très claire.
Cet accident est effectivement donc, avéré, il est dramatique. Il y a aujourd'hui des enquêtes qui sont diligentées sur cet accident et je ne me permettrai pas donc de porter une valeur de jugement ni d'un côté ni de l'autre sur donc les conséquences de cette enquête et sur les résultats de cette enquête. Donc c'est aux enquêteurs et à la justice aujourd'hui de faire la clarté sur cet accident et donc de pouvoir répondre aux guillemets s'il fallait y répondre. Le Sénat s'est saisi en fait de cette question par un point de départ qui est la pétition, mais j'allais dire avec un objectif. L'objectif, c'est pas de répondre de censure à la pétition, en prenant donc, cette pétition point par point. Cette pétition, elle a eu le mérite de déclencher une ambition qui est donc une réflexion de fond sur la chasse et sur la sécurité à la chasse. Le travail qui m'a été confié en tant que rapporteur, mais aidé évidemment par l'ensemble de mes collègues participant à cette mission, qui est très suivie. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse et qui interpelle. Et bien, c'est de pouvoir donc faire une analyse. Et quand on fait une analyse et quand on travaille sur un dossier comme cela, en tout cas c'est ma façon de le faire, j'y tiens, c'est d'y aller avec le plus de neutralité possible, sans préconçu, sans idée préconçue, et d'écouter l'ensemble des acteurs, qu'ils soient donc les associations de défense, de la chasse, les médias, les fédérations, les fédérations d'utilisation de la nature et des sports de plein air, les autorités militaires, donc la gendarmerie, on va donc aussi rencontrer l'OEB, on va rencontrer la fédération de chasse, et de pouvoir amalgamer tous ces éléments afin d'en tirer je dirais la plus forte, le plus fort, mais en tirer vraiment les idées et les enseignements nécessaires à ce que, le cas échéant, je dis bien le cas échéant, on puisse donc mettre en place une réglementation, des outils qui aillent dans le sens de la sécurisation à la chasse. C'est ça le mandat qui m'a été donné. En aucun cas, je le dis de façon très claire, le sujet de savoir si la chasse est quelque chose d'utile, pas utile, ce sujet-là ne fait pas partie du cadre de ma mission. Et je ne rentrerai pas dans ce sujet-là, parce que, encore une fois, je pense qu'on aurait raté l'objectif initial, qui est vraiment donc, de pouvoir faire ces analyses, observer les chiffres, voir, donc, analyser aussi les conditions des accidents, le pourquoi, le comment, et comment les choses auraient pu être évitées, qu'est-ce qui a été l'élément, donc, finalement, qui était l'élément pénalisant dans cet accident. Et ensuite, je vous dis, en tirer des conclusions et faire des propositions. C'est ça l'objet. Donc, contrairement peut-être à vous, je n'ai pas la lecture en fait de la pétition en tant que telle, stricto sensu, mais pour les raisons que je vous explique, c'est que je veux une neutralité dans mon travail.
Très bien, monsieur le sénateur, c'est déjà un élément extrêmement rassurant pour nous. Vous disiez à l'instant, nous allons étudier les conditions d'exercice de la chasse et surtout les conditions dans lesquelles des accidents ont lieu. Il y a d'abord un constat qui peut être fait. Ce constat, j'imagine, vous a été fait par d'autres que moi. Le nombre d'accidents et d'accidents mortels est en chute libre, heureusement, depuis plus de 20 ans, depuis que les statistiques de l'ONCFS puis de l'OFB sont tenues. Il y a une diminution de plus de 40% des accidents et de 71% des accidents mortels. Je pense que c'est déjà un point de départ important à prendre en compte. Il y a des efforts phénoménaux qui ont été faits par la chasse française au cours de ces 20 dernières années. Est-ce que c'est un constat qui a été fait par la Commission, je dirais, en début de ces travaux? Alors, c'est un constat qui a été fait par des propos qui nous ont été tenus. Je vous dis, on va auditionner cette semaine l'OFB, qui justement pour qu'il puisse nous éclairer sur les chiffres, la fonction de récolter ces chiffres, puisque là, dans l'audition initiale des deux auteurs de la pétition, quelques mises en cause sur justement la pertinence de ces chiffres, sur un certain nombre d'éléments. Donc, on va les challenger, on va essayer de creuser, de savoir comment donc, ces chiffres sont récoltés et voir s'ils ont une pertinence. Alors, vous disiez à juste titre, le regard qu'on peut donc avoir aujourd'hui, compte tenu des éléments qui nous sont transmis, est qu'il y a une amélioration des conditions d'accident. Mais j'allais dire, il n'y aurait qu'un mort, ça serait déjà un mort de trop. Enfin, je veux dire, voilà, c'est l'objectif idéal, alors évidemment. Je dirais, il est toujours compliqué de vouloir atteindre l'optimum, mais en matière de sécurité, je pense qu'on doit donc en tout cas tenter d'y arriver et en tout cas de comprendre le pourquoi il y a encore effectivement des accidents de ce type-là, sans tomber dans la caricature, mais donc en prenant en compte aussi certains points qui, j'en suis persuadé et que vous connaissez mieux que quiconque, pourraient être améliorés, en tout cas garantis. Je pense au tir fiché, je pense aux angles de 30 degrés dans les battues, etc. Au déplacement de certains chasseurs de leur poste de tir et ces éléments-là, vous ne pourriez pas me dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a donc encore des erreurs qui sont faites, des approximations, etc. Et c'est donc pour éviter tout ça qu'il faut qu'on travaille et qu'on arrive, une fois, à aller vers la garantie proche du 100% et viser le 100% en matière de sécurité, c'est vraiment indispensable. Monsieur le sénateur, excusez-moi, je me permets de vous interrompre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. En effet, l'angle des 30 degrés, en effet, le tir fichant, en effet, ne pas se déplacer au cours d'une battue sont des règles connues de tous et théoriquement mises en œuvre par tous. Certains s'en affranchissent. De la même manière que certains s'affranchissent des limitations de vitesse quand il s'agit du code de la route. On ne lance pas une commission sécurisation de la route parce que M. Dupont a roulé à 135 et a commis un accident grave parce qu'il était à 135 au lieu de 130 sur l'autoroute. Vous voyez un petit peu la disproportion? Oui, mais la différence, excusez-moi, mais la différence, c'est qu'il y a un code de la route. Il n'y a pas un code de la chasse. Il y a des règles obligatoires. À la fois, il y a des lois et des règlements concernant la chasse. C'est une activité quand même extrêmement encadrée. Il y a un cadre, c'est certain, mais qui, à mon sens, mérite d'être, encore une fois,
peut-être, j'allais dire améliorer, mais en tout cas analyser et partager. Mais pour une raison simple, il n'y a pas de code. C'est qu'on est sur des secteurs différents. Il y a un aspect fondamental entre le code de la route et la chasse, c'est que on est sur un domaine public pour la route, on est sur un domaine privé sur la chasse, donc, ce qui pose un certain nombre de questionnements enfin, pas de questionnements, mais de différenciation en termes d'approche. Mais voilà. Donc, encore une fois, en disant ça, il n'y a pas de code de la chasse. Je prends tout de suite la précaution de dire que ça ne fait pas partie des ambitions que de faire un code de la chasse. Mais je répondais à votre question pour montrer donc cette différenciation fondamentale. Vous voyez, par exemple, je m'interroge aujourd'hui sur notamment le signalement vestimentaire. Donc aujourd'hui, il y a un principe d'utilisation des gilets orange donc, de façon assez large, assez partagée, mais est-ce obligatoire de façon réglementaire? C'est obligatoire. Depuis un décret d'octobre 2020, toute action collective de chasse au grand gibier, collective de chasse au grand gibier, les participants doivent porter un vêtement de couleur orange fluo. Il est évident que, à partir du moment où il s'agit d'un décret, il s'agit de quelque chose d'obligatoire et de national. Mais bon, voilà, pour imaginer mon propos, encore une fois, je ne veux pas donc, vous en tirer des conséquences. Encore une fois, j'insiste pour dire que le travail qui est le nôtre, c'est un travail d'analyse, d'expertise, et qui donnera lieu, à un moment donné, effectivement, à donc, une conclusion qui aura pour objectif exclusif, c'est d'améliorer la sécurisation de la chasse. Alors, parmi les demandes, monsieur le sénateur, des pétitionnaires, il y a la fameuse demande des mercredis et dimanches sans chasse, en arguant du fait que c'est largement partagé en Europe occidentale, tout au moins. Ce constat, d'abord, est faux. Ce n'est pas largement partagé en Europe occidentale. Il y a, je crois, les Pays-Bas qui interdisent la chasse le dimanche. Et contrairement à ce que disent les auteurs de la pétition, le Royaume-Uni n'interdit pas la chasse le dimanche. Il interdit la chasse d'un certain nombre d'espèces le dimanche. C'est tout. Mais pour les autres, la chasse est tout à fait autorisée le dimanche. Au Portugal, par exemple, la chasse est au contraire uniquement pratiquée les jeudis, mardi, jeudi et dimanche. Vous voyez, il y a un certain nombre d'approximations, voire de mensonges ou de manipulations dans le texte de cette pétition qui sautent aux yeux de tout observateur éclairé et qui sont, encore une fois, de nature à inquiéter les chasseurs. Est-ce que c'est quelque chose qui sera étudié par la Commission, cette fameuse interdiction les mercredis et dimanches? Et étudier, qu'est-ce que ça veut dire étudier? Encore une fois, je vous le dis, on ne s'interdit rien. C'est pas une question d'étudier. Le but, encore une fois, de cette mission, c'est de faire le tour de tous les sujets, sans tabou, sans réserve et sans a priori. Alors, c'est pas parce qu'on va parler d'un sujet que forcément, ce sera donc quelque chose qui est retenu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, vous m'avez dit avoir suivi les auditions, on a auditionné l'ensemble des fédérations de sport de nature. La tendance, vous l'avez entendu, vous l'avez perçue, j'imagine. Donc voilà, ça fait partie de notre analyse, ça fait partie des éléments de débat et d'aide à la décision. On est en train de faire une étude en parallèle des auditions de ce qui se passe donc sur le territoire européen, donc dans les différents pays européens, pour justement pouvoir faire des comparatifs et essayer de voir ce qui marche pas, comprendre pourquoi, du comment. Parce que par rapport à ce que vous venez de me dire sur les Pays-Bas, on a deux façons d'exprimer la chose, parce que vous dites on autorise le mardi, le jeudi et le dimanche. Ça veut dire qu'on interdit le mercredi et le vendredi. Donc, il y a bien des interdictions de chasse. Donc, oui. Non, je parlais du Portugal en l'occurrence. Du Portugal, oui. Voilà. Mais la fameuse demande de l'interdiction les mercredis et dimanches n'est pas innocente. Il ne s'agit pas que d'une question de sécurité.
un ancien porte-parole Oui, monsieur. très bien dit, c'est pour empêcher la transmission. Excusez-moi, très franchement, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. D'accord. Je vais être, excusez-moi, je ne vais pas désagréable avec vous, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je vous dis que globalement, aujourd'hui, la mission n'a pas suffisamment travaillé, avancé pour retenir certaines pistes. Elle n'en a pas exclu. Voilà, je reste dans ma neutralité. Et encore une fois, c'est mon rôle aujourd'hui. Voilà. Donc, ne pensez pas que je sois d'un côté plus que de l'autre et que la mission soit plus d'un côté que de l'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que la pétition a proposé un certain nombre de choses que, en tant que rapporteur de la mission, je vais répondre à tous ces points par oui ou non. Ce n'est pas l'objet. Je vous ai recadré quel était le travail et la façon dont je souhaite faire ce travail au sein du Sénat. J'allais dire, faites confiance aux parlementaires. Les parlementaires qui sont autour de moi et qui ont donc à cœur de cette mission sont là pour pouvoir répondre à une question, c'est la sécurisation à la chasse. Peut-être, encore une fois, que la réponse sera de dire on ne peut rien faire de mieux, de plus, de moins. Voilà, je suis parfaitement incapable de vous le dire. Mais l'objectif est bien là. Il y a des questions qu'il faut se poser sur les armes, et donc on se les pose. Sur la portée de ces armes, sur l'utilisation de ces armes, par exemple, c'est pour sortir du jour. Le jour, pour moi, si vous voulez, s'il y a un risque, donc pour être là aussi, imaginer mon propos, s'il y a un risque, par exemple, si on détecte un risque par l'utilisation d'un type d'arme, ce qui peut être le cas, encore une fois, je ne fais que des hypothèses, que ce soit le mardi ou le dimanche ou le samedi, le risque sera le même. Donc, si on identifie un risque par le biais de l'utilisation d'une arme, c'est pas en limitant la chasse un jour dans la semaine, enfin en supprimant la chasse un jour dans la semaine qu'on va régler le problème, parce que l'accident qu'on a eu le dimanche, on pourra l'avoir le mercredi. D'ailleurs, j'ai donc là aussi une analyse qui doit se faire, c'est dire finalement est-ce que tous les accidents ont eu lieu le dimanche? On a eu 7 accidents mortels en 2020, ils ont tous eu lieu le dimanche. Je suis interrogatif, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais certainement pas. C'est bien preuve que, vous voulez, que la question du jour ne répond pas forcément à l'objectif qu'on se fixe. Mais l'objectif qu'on se fixe au sein de la mission. Et l'objectif qu'on se fixe au sein de la mission, c'est de faire en sorte qu'après nos propositions, eh bien, on ait des vrais résultats sur la sécurité. Très bien. Vous venez de parler à l'instant, monsieur le sénateur, des armes et des types d'armes. Il y a parallèlement à cette pétition un certain nombre de demandes pour interdire l'usage des carabines de chasse et pour se limiter donc aux fusils. Est-ce que c'est une piste qui est peut-être envisagée? Excusez-moi, mais je vais insister. C'est pas une piste plus ni moins. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, moi que je me pose aujourd'hui, c'est dans l'utilisation d'une carabine ou d'un fusil, c'est est-ce qu'on doit avoir la même formation? Est-ce que cette formation doit pouvoir donc être avec des périodes de recyclage? Voilà. Mais ce sont des questions. Mais aucune question n'a une réponse à ce jour. Je veux vraiment vous le dire. Aucune question, mais je ne veux rien m'interdire comme question. La formation décennale à la sécurité, qui est mise en œuvre depuis maintenant un peu moins d'un an par les fédérations départementales de chasse, est une des réponses au questionnement et aux travaux de la commission. C'est mis en œuvre, ça commence à être mis en œuvre depuis un peu moins d'un an. Tous les 10 ans, les chasseurs devront assister de manière obligatoire à une formation sécurité. C'est peut-être… Pour vous donner un élément, on va aller participer à une formation justement sur la sécurité dans les semaines qui viennent, là aussi de façon concrète pour voir ce qui se passe. Mais peut-être que justement, on va, à l'issue de cette visite, de cette rencontre, considérer que tout va bien. Je n'en sais rien. Ou qu'au contraire, il y a peut-être des
points à améliorer. Mais vraiment, comment dire, je suis un peu gêné d'insister sur ce point-là, mais je vous assure que, et je le dis en mon nom, mais aussi au nom de la présidente Maurice Carrère et de tous mes collègues qui sont autour de la table, vraiment, et c'est l'esprit dans lequel on travaille, ce qu'on souhaite, c'est se faire, donc travailler vraiment sur ce dossier comme on travaille sur d'autres dossiers au Sénat dans le cadre de nos missions parlementaires, mais de façon très objective, sérieuse et encore une fois avec une neutralité. En tout cas, moi en tant que rapporteur, vraiment, c'est un point d'honneur que je me fixe à avoir une neutralité sur les approches et sur les échanges qu'on peut avoir. Vous parlez de vos collègues. J'ai entendu l'un d'entre eux et lu les propos de l'une d'entre elles qui disait qui se posait la question de savoir s'il fallait reprendre la chasse après le repas du midi, après le déjeuner. Vous voyez bien le sous-entendu lié à ces réflexions. Que faut-il en penser? Qu'est-ce que cela évoque pour vous, monsieur le sénateur? Non, mais ce que ça évoque, c'est que je remercie Marie Mercier, parce que c'est elle dont vous parlez, d'avoir posé cette question et de la poser avec autant de naïveté, quelque part, et de simplicité. Mais là encore, c'est pas parce qu'on pose la question qu'on a forcément de la suspicion. Vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine que il y a quand même un sujet porté justement par peut-être des antichasses qui essayent de mettre un accent sur ce point-là. Et le fait de ne pas en parler et de l'évacuer, c'est un peu lui donner de l'importance. Donc là aussi, je pense qu'il est intéressant que on pose des choses de façon très claire sur la table, qu'on les évoque et qu'on puisse donc faire peut-être des propositions ou pas, qu'on puisse écouter et entendre donc, les gens qui sont dans l'environnement de la chasse et qui exercent des contrôles, qui vont en rencontre, voilà. Et dans le cadre notamment d'analyse des accidents, de voir effectivement si ce critère-là est un critère qui est détecté ou pas. Je disais tout à l'heure par rapport au jour, est-ce que tous les accidents se sont passés un dimanche avec un chasseur qui était alcoolisé? Je commence à faire le profil type, si vous voulez. Voilà. Je suis persuadé que non. Mais néanmoins, c'est une question qu'il faut qu'il ne faut pas rendre dire un peu tabou. Au contraire, je pense qu'il faut poser les questions et toutes les questions. Et voilà, il ne faut pas que ce soit un tabou, en effet, mais il ne faut pas que ce soit non plus un a priori. Je suis d'accord. Quand Madame la sénatrice Mercier a prononcé cette phrase, je ne sais pas s'il s'agissait d'un a priori, mais dans l'audition, la première audition, j'ai entendu le sénateur Salmon, lui aussi dire quelque chose à ce sujet. J'imagine que concernant le sénateur Salmon, il s'agissait plus d'un a priori que d'une question. Je ne me permettrai pas de juger ses propos, encore une fois, encore une fois, je veux vraiment, par rapport à chacun est libre de dire et de poser les questions qu'il veut et d'être dans l'état d'esprit qu'il veut. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quels que soient les collègues qui sont autour de la table, et vous parlez de Daniel Salmon, et je veux vraiment le dire ici de façon très claire, pour avoir échangé bien sûr régulièrement avec lui, il est motivé de la même démarche envers le sujet, peut-être avec plus d'a priori, peut-être avec plus de passion, peut-être avec un peu plus d'engagement, mais très franchement, je suis convaincu que, et ça se démontre dans le cadre de sa participation aux différentes auditions et des échanges qu'on peut avoir aussi entre nous, voilà, il a compris quelle était ma démarche dans l'état d'esprit que je lui ai donné à cette commission, et il y participe avec, encore une fois, sa vision personnelle.
mais c'est pas parce qu'il a une vision personnelle que ça sera là aussi donc, le résultat de nos travaux. Très bien, monsieur le sénateur. À titre de conclusion, maintenant, quels sont les prochains grands rendez-vous de la commission? Parce que je crois que les travaux devront durer jusqu'en juin, que les conclusions devraient être présentées en juin, si je me rappelle bien. Quels sont les grands rendez-vous pour vous maintenant? Ah ben, toutes les auditions sont des rendez-vous. Je vous l'ai dit, cette semaine, on auditionne à la fois le président de la fédération de la chasse, mais également donc l'OFB. On doit rencontrer donc la fondation Gilles Bardot. On doit rencontrer un certain nombre d'associations diverses et variées. Les ruraux en colère, etc., qui représentent une voix donc, sur la chasse, et cela donc quasi toutes les semaines jusqu'au mois d'avril au moins. Donc, et on rajoutera sûrement, d'ailleurs, on va rencontrer des armuriers, on va rencontrer enfin, tous les acteurs qui sont autour de ce sujet, qui est un vaste sujet qui est la chasse. Et en fonction là aussi des remontées d'études que j'évoquais sur l'analyse qu'on fait au niveau européen, on aura peut-être des compléments d'audition à avoir pour pouvoir confronter des nouvelles idées ou des hypothèses. On est sollicité par des entreprises qui sont susceptibles d'apporter aussi des solutions techniques pour pouvoir aider à ce partage de l'espace qui est souhaité par beaucoup de personnes, avec le respect des sécurités et de l'utilisation de ces espaces. Voilà. Donc, tous les rendez-vous qu'on va avoir, encore une fois, jusqu'à la fin de nos travaux, seront des rendez-vous importants. Très bien. Monsieur le sénateur, un grand merci. Je vous ai retenu peut-être un peu plus longtemps que vous ne l'aviez prévu, mais le sujet est important. Oui, non, ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis d'accord. Et moi, de mon côté, voilà, excusez-moi si j'ai été un peu directif sur certaines de mes réponses, mais vraiment, je veux vraiment que vous reteniez ce point parce qu'il est vraiment important pour moi et c'est vraiment une consigne que je me donne à titre personnel. Mais j'ai aucun a priori sur la chasse, mais aucun, vraiment. J'ai pas non plus une adhésion débordante. Voilà. Je respecte très franchement donc, la chasse et les chasseurs. Je pense d'ailleurs que quand on regarde les statistiques d'accidents, c'est aussi surtout pour protéger les chasseurs. Le nombre de tués est plus souvent chez les chasseurs que chez les non-chasseurs, et que c'est pas banal que d'avoir une arme dans les mains. Voilà. Et je crois que par rapport à d'autres sports ou d'autres passions, ce point doit être pris avec sérieux. Je veux dire, maintenant, si vous me permettez de couper l'enregistrement. Nous allons arrêter l'enregistrement, en effet, monsieur le sénateur. Je vais vous dire. Et j'en profite avant de couper pour vous remercier encore une fois d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Je coupe donc l'enregistrement.